Histoire orale de la production intellectuelle en Afrique du Nord. Maroc, Algérie, Tunisie. D'abord, merci beaucoup pour votre disponibilité. Vous nous recevez chez vous. Je suis absolument ravi de faire votre connaissance. Merci. Fatma Osdir, vous êtes chercheur, chercheuse, j'y tiens. Oui. Vous êtes sociologue et vous avez travaillé aussi bien sur la campagne, pour parler large, que sur la ville. Mais si je vous demande de poser la question, vous êtes qui? Vous répondrez quoi? Moi, spontanément, la première phrase qui vient, je suis une profonde maghrébine. C'est très important pour moi de défendre l'idée d'un Maghreb. La seconde chose, je suis profondément d'Alger, parce que je suis née dans cette ville. Je suis aussi profondément originaire, issue d'une famille originaire de Grande Kabylie, donc j'appartiens à Ain el-Hammam où sont enterrés tous les membres de ma famille, puisque nous montons régulièrement et que le cimetière, c'est un lieu d'identification fort. Et aussi que je me sens, j'appartiens aussi à une famille d'enseignants, donc je suis une enseignante, j'ai toujours eu le souci de transmettre, et je suis féministe parce que je suis une femme maghrébine qui considère qu'elle doit se battre pour obtenir ou espérer obtenir un jour l'égalité dans les droits. Voilà. Je ne sais pas si cela vous satisfait, mais je le dirais comme ça. Moi, tout me satisfait. Voilà. C'est parce que d'habitude, on présente les gens. Moi, je préfère que les gens se présentent parce qu'ils disent. Ouais. C'est mon être profond, dirais-je. Voilà. J'aime l'esthétique d'Alger, j'aime cette baie. Je me sens profondément féministe parce que j'appartiens à une généalogie de femmes. Ça veut dire quoi être féministe? Féministe, ça veut dire ne pas accepter les rapports d'inégalité dans lesquels les femmes sont placées à plusieurs registres. Si on considère, par exemple, l'emploi, on voit bien qu'en Algérie, les femmes constituent 17 à 19% selon les statistiques de la force de travail, alors qu'elles sont plus de 60% à l'université. Ça veut dire regarder un code de statut personnel dans lequel l'homme est défini et je dirais quasiment sacralisé par la formule Rabb al-Aïla, c'est-à-dire qu'il est dans une posture de maître du jeu par rapport aux enfants et par rapport aux femmes de sa famille. Et ça veut dire refuser les humiliations dans le travail, refuser les violences contre les femmes, refuser les féminicides, c'est-à-dire là, cette façon de tuer des femmes et de penser ne pas avoir de compte à rendre à la société. Donc c'est cela, c'est refuser l'injustice, c'est refuser d'être placé dans une situation de domination. Comment vous êtes arrivé là? Alors, je crois que j'imagine que c'est un cheminement. La gamine Fatma. Alors, elle était comment? La gamine Fatma, c'est ce qu'il faut savoir, c'est que je suis une enfant de la guerre. J'ai vraiment été formée par la guerre de libération. Tout ce que je suis aujourd'hui, je crois, est le produit de ce que j'ai vécu dans l'enfance. Dans l'enfance, j'ai vécu dans un milieu nationaliste, ce qui a signifié que mon père était... Moi, je suis née en 49, mon père a été arrêté en 51 la première fois. Donc, j'ai passé la première partie de mon enfance à être celle qui accompagnait ma mère au poste de police, dans les casernes, à chercher mon père, à l'accompagner chez les avocats. Parce que dans une fratrie, il y en a toujours un, on ne sait pas pourquoi, mais c'est lui qui va être en charge de cela, accompagner ma mère. Ma mère était une femme jeune, belle,
Et donc, elle ne pouvait pas aller affronter les soldats toute seule. Il fallait qu'elle manifeste sa maternité. Et donc, j'étais toujours avec elle. De plus, je vivais avec ma mère, mes frères et sœurs, dans un milieu nationaliste qui n'était pas toute l'Algérie, contrairement à ce qu'on peut prétendre, mais qui était comme une famille. Parce qu'on dormait ensemble, on allait porter les couffins à la prison ensemble, les femmes et les enfants et les sœurs de prisonniers. Et les premières images de femmes fortes que j'ai eues, c'est précisément au camp de Beni Messous où mon père était interné. On y allait le dimanche très tôt le matin, à 7 heures du matin. Et on attendait que les soldats français ouvrent les portes. Et on était comme ça avec... Il y avait Malika Mufti, Madame Khan, à qui on apportait son fils qui était nourrisson. Amine, elle était prisonnière à l'intérieur et on lui amenait son fils en visite. Il y avait des situations comme ça. Et puis on nous ouvrait la porte. Et quand on nous ouvrait la porte, on rentrait... Je dois vous dire qu'on était face à des hommes défaits par les tortures, abîmés corporellement, humiliés par ce qu'ils avaient vécu. Donc on était confrontés à cette violence de la situation coloniale et on était tous très atteints. Les enfants, on venait voir nos proches et puis arrivait le camion des femmes. Que vous dire? Elles étaient belles. Elles étaient debout dans le camion et elles chantaient Minji Bellina. Elles redonnaient de la force à toute cette foule, aux familles comme aux prisonniers. On se redressait tous grâce à ces femmes. Et donc, moi, j'ai conservé pour ces femmes une admiration sans borne parce que elles étaient là, elles étaient belles, elles étaient debout, alors qu'elles avaient elles-mêmes été torturées, qu'elles avaient elles-mêmes subi des humiliations. Elles nous redonnaient une force incroyable. Ensuite, nous sommes partis en Tunisie, puisque je vous ai dit que nous sommes arrivés en 1958 en Tunisie avec mes parents, après des périples terribles par la France, où on campait, où le Parti communiste français nous a beaucoup aidés dans notre fuite. Nous sommes passés par l'Italie, parce que mon père faisait tout avec sa famille. Donc on était là, les 5 enfants, la mère et lui. Et c'était votre père fuyait? Ah oui, oui, bien sûr. C'était une fuite. Donc vous vous êtes exilé en Tunisie? Nous sommes exilés en Tunisie. D'accord. Et arrivé en Tunisie, j'ai eu des grandes sœurs. En plus de mes grandes sœurs, j'ai eu des grandes sœurs qui étaient les maquisardes. Et qui étaient aussi des femmes extraordinaires. Maquisardes algériennes? Algériennes qu'on venait de sortir des maquis, ouais, et qu'on avait placées en Tunisie. Alors, les maquisardes, on les a placées dans une maison. Et dans cette maison avait un peu des marraines, qui étaient Claudine Chollet, qui était ma mère, et Madame Aloueche. Elles étaient toutes les 3. Donc, ces filles, elles venaient, elles dormaient chez nous, elles appelaient mes parents, papa, maman, et j'étais émue. C'était 1959. 58, 59, comme ça. C'était des filles extraordinaires. Vous imaginez des jeunes femmes qui avaient quitté leur famille, qui avaient tout abandonné, qui étaient montées au maquis, avec des hommes dont elles ignoraient tout, qu'elles ne connaissaient pas, et qui avaient mis comme ça leur vie en jeu, et qui arrivaient, qu'on avait placées dans cette maison, on leur apprenait la couture, la dactylographie, alors que les garçons qui sortaient des maquis, on les mettait dans des studios, à 2. Et elles avaient quand même pris une décision individuelle. Elles avaient fait des choix personnels, et elles n'étaient pas reconnues comme de ce point de vue. Elles étaient placées comme ça dans ce cocon familialiste, je dirais. Donc ça a été... C'était les Tunisiens qui... Les Algériens, c'est le GPRA. C'était des Algériens installés en Tunisie qui géraient ça. C'était le GPRA. D'ailleurs, à la maison, il y avait tout le milieu nationaliste. Il y avait Fanon, il y
il y avait Serge Michel, il y avait tous les intellectuels un peu du mouvement nationaliste qui passaient par la maison. Il y avait des débats. Nous, les enfants, on ne nous sortait pas du salon quand les gens venaient, donc on assistait à tout ça. C'est là-bas que j'ai appris l'international, le chant des partisans. Et c'était mon cousin Boualem qui sortait des maquis qui m'avait appris, c'est mon héros absolu, Boualem, qui m'avait appris ces chants patriotiques. Donc, c'est ce second moment, ce sont les maquisardes. Ensuite, nous revenons à Alger. Je vois que les maquisardes, certaines avaient épousé des maquisards qui, dès la rentrée à Alger, s'étaient empressés de les divorcer pour épouser... En quelle année? 62. 62, au moment de l'indépendance. Voilà, pour épouser des filles de bonne famille qui, elles, n'avaient pas quitté leur famille. Certaines s'étaient retrouvées sans revenus avec des enfants. Bref, dans le meilleur des cas, on leur avait dit de rentrer à la maison. Sur ce, il y a eu la première UNFA avec Mamia Chentouf, que j'ai eu la chance de connaître. Mamia Chentouf était une femme qui était en 1947, qui a créé la première association de femmes algériennes pendant la guerre de libération. Et elle était aussi, si je ne me trompe pas, secrétaire générale adjointe du PPA. Donc c'était le PPA, le parti du peuple algérien. Donc c'est une femme qui avait une place importante dans le mouvement national. Et Boumediene lui avait demandé de prendre la tête de l'Union nationale des femmes algériennes, l'UNFA, à l'indépendance. Et quand le premier projet de code de statut personnel est sorti, elle a organisé une manifestation contre ce code de l'UNFA avec les anciennes maquisardes déjà. Puis, pour des questions justement d'égalité des droits, elle a quitté l'UNFA. Et j'ai eu la chance de m'entretenir longuement avec elle avant son décès. Et elle m'a dit, le grand échec de ma vie, c'est la promulgation du code de statut personnel. Elle l'a considéré comme un échec personnel et un affront fait aux femmes algériennes qui s'étaient tellement battues. Donc, dans toutes ces valeurs-là, c'est la liberté, le hurriya. On était élevé avec ce mot de hurriya constamment. C'est l'égalité. En plus, j'étais plus qu'impliquée parce qu'il y avait Jacques Charby à Tunis, pendant ces années d'exil, qui tenait une émission enfantine et moi je l'accompagnais parce que je parlais des enfants dans la guerre pendant son émission. Jacques Charby militait pour l'indépendance de l'Algérie et donc il avait trouvé ce biais pour que dans son émission on puisse parler de la guerre d'Algérie et de la libération de l'Algérie. Ensuite, en 60, il y avait Lakhdar Amina, Djamel Chenderli et Serge Michel qui faisaient un film sur les frontières, sur les enfants, sur les frontières algéro-tunisiennes. Et ils avaient besoin de quelqu'un pour sonoriser ce film. Et alors, après quelques essais, j'ai été choisie. Et mes parents m'ont laissée, j'avais 10 ans, partir un mois avec Serge Michel et ses deux réalisateurs, Chenderli et Lakhdar Amina, à Prague pour faire la sonorisation. Alors c'était formidable parce que nous sommes passés par Genève. Et Serge Michel, parce que tout cela étaient des amis de mes parents, enfin ils venaient manger, c'était le milieu nationaliste de Tunis. Et Serge Michel avait tout dit à mes parents, sauf qu'il était interdit de séjour en Suisse. Donc, on est arrivé à Genève et on ne pouvait pas sortir de l'aéroport alors qu'on devait faire une escale de 2 jours. Serge a fait un scandale, à l'aéroport de Genève. On m'a mis un lit dans les toilettes de l'aéroport et j'ai dormi dans les toilettes de l'aéroport. Et ensuite, nous sommes partis à Prague, rejoindre les 2 autres. Et j'ai eu la chance, comme ça, de faire la sonorisation dans la célèbre cité du cinéma qui était Barrandov.
Et pour une fille de 10 ans, c'était magnifique d'aller à la cantine déjeuner avec les Trois Mousquetaires, Madame Bovary, tous ces personnages cinématographiques de la période et qui étaient là en costume et tout. Donc, j'ai passé un mois. C'est ma contribution à la lutte de libération. En plus, donc, nous sommes rentrés. Et je conserve, je dois le dire, une affection infinie pour le peuple tunisien et pour la Tunisie, qui est mon deuxième pays très profondément, parce que l'accueil que nous avions reçu, la solidarité, l'affection dont nous ont fait montre les Tunisiens à cette période ont été extraordinaires. On va y arriver à cette partie Tunisie, vos relations avec la Tunisie. J'ai cru comprendre effectivement que vous avez des relations assez fortes. Très fortes. Mais je veux quand même revenir un peu à votre enfance. Oui. Vous étiez combien de frères et sœurs? Nous avons été, en bout de course, 6. 6. Ouais. Il en reste 3. Ils sont tous morts jeunes, à 57 ans, de cancer. Mais nous avons vécu une enfance où j'ai toujours dit, on a manqué, mais on n'a pas été pauvres, parce qu'il y avait beaucoup d'idéologie et d'utopie dans la famille. Donc on a eu faim, mais on se sentait mobilisé pour une cause. Mais vous aviez faim, c'était un accident, une crise, ou vous venez d'un milieu pauvre ou pas aisé? Pas du tout, je viens d'un milieu particulièrement privilégié. Je viens d'une famille maraboutique, mes grands-parents ont été caïds, bachagas et tout. Mon père était directeur d'école, ses oncles à lui étaient médecins, magistrats et tout. Donc au contraire, avant ces événements, nous passions nos vacances dans le Pays Basque. Nous avions un niveau de vie relativement élevé pour la période. Mon père était fonctionnaire, il y avait une sécurité, il avait une autorité, parce qu'à l'époque, un directeur d'école avait un statut social, mais ses frères à lui étaient médecins, fonctionnaires, enfin... Donc voilà. c'est une famille aisée. C'est une famille et aisée. Alors, quand vous avez eu faim? Eh bien, à compter, d'abord, quand il a été arrêté, on nous suspendait le salaire. Bien sûr. Naturellement. Mais là, alors il fallait remplir le couffin pour la visite. Et ça, c'était un casse-tête terrible. Et puis j'avais mon cousin Germain qui avait 17 ans, 16 ans, qui était condamné à mort pour avoir posé des bombes. Et on vivait avec ma tante, mes cousines et tout. Donc il fallait remplir différents couffins. Vous étiez ici à Alger? On était à Alger, ça c'est la période d'Alger. Ensuite, quand nous nous sommes sauvés, en Suisse, on est resté 3 jours sans manger. D'ailleurs, à la fin, le type du GPRA nous a trouvés, nous a emmenés au restaurant. Et moi, j'avais commandé des côtes vert prairie, c'est-à-dire des côtelettes avec des frites et une salade verte. Et je peux vous dire que c'est ma Madeleine de Proust. Les côtes vert prairie, si on veut me faire plaisir, on me fait un plat de côtelettes avec des frites et de la salade verte. Ben, ça sera fait la prochaine fois que vous viendrez à Tunis. Donc vous aviez des frères? J'avais des frères. Que des filles? Non, j'avais 2 frères et nous étions 4 filles. Il y avait ma sœur aînée, qui d'ailleurs à Tunis travaillait à El Moudjahid de la guerre. D'accord. Elle aussi, elle s'est engagée, je dirais, d'une certaine façon, puisqu'elle avait 18 ans et elle a travaillé au Moudjahid de la guerre, parce que naturellement, avec la guerre, ses études ont été interrompues. Et elle était documentaliste avec Pierre Chollet, Mohamed Yazid, tous ces grands hommes. Mais à Tunis, la vie a changé pour nous. Alors, on était en sécurité. Et pour une petite fille, et pour mes frères et sœurs, arriver à Tunis, c'était une sécurité. Parce que ma mère était enceinte du dernier, et nous étions 5. Et nous sommes arrivés. Et mon frère est né à Hammamlif. Le plus jeune est né à Hammamlif. D'accord. Et mon père, il nous a déposés à Tunis, il a rejoint le front. Donc on a vécu à Tunis avec ma mère.
Vous étiez la deuxième, La troisième. la troisième. Il y avait ma sœur Nadia, qui était Oui. au GPRA, donc qui Après. était au Al-Moudjahed. Et après? Il y avait ma sœur Nassera, qui, elle, était pensionnaire à Radès, Oui. au lycée de jeunes filles de Radès. Moi, j'ai passé ma sixième place Jeanne d'Arc. Après, je suis allée à Notre-Dame de Sion. Après un court épisode au lycée français, parce qu'au lycée français, j'ai repris l'avion de Genève quand nous sommes revenus de Prague avec le proviseur. Au début, quand on a commencé à parler d'Algérie, j'avais 10 ans et j'ai commencé à lui dire que l'Algérie sera libre et ta. J'ai fait mon grand couplet nationaliste et au retour, mon père a été convoqué, on lui a dit vous la reprenez. Donc, c'est là qu'on m'a mise chez les Sœurs à Notre-Dame de Sion, D'accord. rue de Hollande. Et donc, est-ce que votre éducation, vous diriez maintenant, c'était... En gros, est-ce que vous diriez aujourd'hui que votre maman était aussi féministe, à sa manière? Ah oui, elle était très féministe. D'ailleurs, je me souviens d'une de ses phrases qui était un mantra avec les maquisardes. Parce que vous savez que pendant le maquis et après le maquis, les maquisardes appelaient les maquisards le frère, et le frère disait la sœur. Alors, quand on parlait du maquisarde, on disait la sœur Malika, la sœur, le frère Youssef et tout. Et ma mère leur disait tout le temps, c'est pas ton frère. C'est qui? C'est pas ton frère. Il faut que tu saches. C'est un homme et tu es une femme. D'accord. Fais attention à toi, ça n'est pas ton frère. Et effectivement, il y a eu des incidents qui ont confirmé ces dires. Et donc, elle était... Et puis, après la guerre, parce que ma mère avait transporté des armes, elle avait transporté des documents et tout, elle disait tout le temps, moi, j'ai fait la guerre chez lui. Parce que celui qui a été reconnu comme ayant fait la guerre, c'était mon père. Oui. Elle était son épouse. Oui. Elle disait, j'ai fait la guerre chez lui. Oui, oui. Et après, elle a toujours été très attentive. C'est elle qui s'est toujours occupée de nos inscriptions à l'école, dans les meilleurs établissements, qui a toujours été attentive à notre scolarité. Mon père, il était dans ses aventures. Bien sûr. Les aventures militantes. Ensuite, il a été militant berbériste jusqu'à sa mort. Donc, il était au mouvement culturel berbère. Il est un des fondateurs du MCB. Donc, il a toujours été dans ses combats. Et puis, c'était un véritable enseignant qui avait la passion de l'enseignement, qui m'a transmis, je suis sûre. Parce qu'en 1962, il était officier de la LN, mais il a voulu rejoindre son poste de directeur d'école immédiatement, en pensant que c'est là qu'il y avait un enjeu formidable pour la société algérienne. Pour votre éducation d'enfant... T'es très libérale et bienveillante. Et pareil, filles comme garçons? Filles comme garçons. Moi, je faisais de l'escrime. Dans un moment est-ce que les garçons allaient s'occuper des choses comme débarrasser la table ou des choses comme ça, des choses qu'on demande habituellement aux enfants? Il faisait des petites choses, mais on ne faisait pas, nous non plus, les filles, parce que maman tenait beaucoup à notre scolarité. D'accord. Elle ne voulait pas qu'on perde du temps dans le ménage. Et je dois dire, je dois vous avouer, pour être franche, une des faiblesses de ma mère, c'est que même avec la solde de mon père à la Hélène, qui était infime, nous avons toujours eu des femmes de ménage. D'accord, ok. Elle n'a jamais conçu, elle venait elle-même d'une famille très aisée, c'était la cousine de mon père. Elle avait été très gâtée dans sa jeunesse. Et quand elle s'est mariée avec mon père, elle a cru qu'elle se mariait dans le même milieu. Et de fait, ils étaient du même monde, sauf que la famille de mon père était une famille de militants nationalistes et qu'elle a eu une vie bousculée tout le temps. Tout le temps, oui. Tout le temps. Mais la seule chose qu'elle a défendue jusqu'à la fin, c'est la femme de ménage. Et elle a toujours eu une femme de ménage. La femme de ménage,
C'était une Tunisienne qui nous adorait à Tunis et qu'on adorait, qui pleurait quand on est parti. Ça, c'était en Tunisie. Mais En ici. Tunisie. Ici aussi, il y en a toujours eu. Et elle vivait avec, chez vous? Non. Ou elle venait s'occuper de la elle maison? venait s'occuper de la maison et elle partait. Et elle faisait à manger aussi? Oui, parce que ma mère détestait faire à manger. D'accord. Et vous? Moi, j'adore. Et d'ailleurs, mes frères et sœurs venaient me disaient fais-nous à manger quand ils avaient envie. Parce que ma mère, le maximum, elle achetait des steaks, ils étaient dans le frigo. Et celui qui voulait manger, il se faisait un steak ou une salade. Ou, voilà. Ou alors, au début, elle avait 2 plats. Le couscous, qu'elle faisait très bien quand même, c'était une berbère, elle faisait bien le couscous, et la dolma. Mais elle n'aimait pas faire à manger, donc elle a fait quelques années, mais jamais de gâteau, jamais... elle ne faisait pas ces choses-là. D'accord, d'accord. Et donc, et moi j'ai une question que je pose quasiment à tout le monde parce que c'est lié aussi à mon histoire à moi. Et donc c'est la même question à tout le monde. À quel âge vous vous rappelez avoir pris un livre dans la main? En dehors des livres scolaires. Alors toujours parce que, étant fille de directeur d'école, habitant l'école, et puis étant fille, parce qu'on n'avait pas le droit vraiment de... On n'avait pas une mobilité. Parce que notre père, il était bienveillant, il était libéral, mais ça s'arrêtait aux portes de la maison. Il y a toujours eu des bibliothèques. Et j'ai lu... Chez vous, à la maison? À la maison. Il y a toujours eu énormément de livres. Et donc, j'ai été nourrie de littérature, même de livres que je n'aurais jamais dû lire à 8-10 ans. J'ai été fascinée à 8 ans par le Grand Maulne, la scène du bal dans le Grand Maulne, ou alors un peine plus tard, les drapeaux sur les tours et l'acier fut trempé, la révolution russe, la poésie. Je marchais dans la maison en déclamant la poésie à telle enseigne que ma mère, quand Elsa Triolet est morte, m'a dit, tu sais ma fille, j'ai eu l'impression que c'était quelqu'un de la famille qui venait de mourir. Parce qu'elle m'avait tellement entendu marcher dans la maison en récitant Aragon, en récitant Éluard, Nazim Hikmet, tout ça. Mais c'était un type de culture particulier. Hein. À la fois la grande littérature française, les illusions perdues et tout, mais aussi beaucoup la littérature russe, les littératures révolutionnaires. Voilà, révolutionnaires. Et même à la fac, mes parents étaient amis avec l'ambassadeur de Chine qui venait à la maison et je distribuais le livre rouge. Je faisais cadeau à ceux qui voulaient du livre rouge parce que il y a toujours eu beaucoup de livres à la maison. Voilà. D'accord, d'accord. Et donc vous avez grandi avec les livres? Ah oui, les livres, ils m'ont sauvé la vie plusieurs fois. Et vous aimez lire? Ils m'ont sauvé la vie plusieurs fois. Mon père, une fois, à 11 ans, on était en Tunisie, il n'en pouvait plus que je lise des nuits entières et il avait décidé l'extinction des feux à 9h30 pour que tout le monde dorme. Et alors, il avait éteint et je lisais avec la lumière du réverbère. Au bout d'1 mois, on m'a emmené chez l'opticien, mon père a rallumé la lumière. Et parce que c'est comme un radeau, les livres. Quand vous êtes dans des situations de détresse, de faiblesse, et puis que le monde se déroule autour de vous, qu'il est à la fois violent et que vous n'avez pas vraiment toutes les clés pour comprendre, la littérature, c'est un radeau. Vraiment, ça m'a été un radeau. D'accord. Et ça a continué jusqu'à aujourd'hui, j'imagine que vous continuez à lire. Les livres sont mes amis. Comme disait Alain, c'est Alain qui disait les livres sont des amis, le philosophe Alain disait les livres sont des amis, et c'est vrai, les livres sont mes amis. Et mon père écrivait, et mon père me disait toujours, tu sais ma fille, quand on écrit, on n'est jamais seul. Et c'est vrai, on n'est jamais seul, on a tout un monde autour de soi. C'est joli. Ouais, et la poésie, vous continuez à lire? La poésie, moins, hélas, mais parfois je tombe sur des poèmes qui me saisissent même comme sociologue. Par exemple, mon dernier livre vient d'un choc esthétique à la lecture d'un poème, un poème africain, qui s'appelle « Le souffle des ancêtres ».
Et ça aboutit à... Enfin, vous dites que c'était l'étincelle, un peu le début. Ouais. C'est quoi votre livre lequel des livres? C'est le dernier, Avoir un ami puissant. C'est sur les transmissions, les filiations, justement l'inscription dans l'ancestralité pour comment une famille algérienne peut durer, comment elle peut arriver en ville, comment elle peut s'approprier la ville, quelles sont ses ressources. Et durant ce travail de sociologue en même temps, qui a été une recherche d'archives, mais aussi des entretiens approfondis avec 10 familles dans 3 villes d'Algérie, j'ai pu remonter un peu les ruptures et les continuités dans la transmission, c'est-à-dire ce souffle des ancêtres quand il s'interrompt et quand il reprend. Par exemple, le poids de la question foncière et des déportations et des camps de regroupement, comment à ce moment-là les Algériens, en perdant leur territoire, c'est-à-dire les lieux d'appartenance, et je faisais la référence tout à l'heure au cimetière familial comme un moment d'inscription dans la longue durée très importante, là les Algériens ont perdu, beaucoup d'Algériens ont perdu leur territoire, c'est-à-dire que le sol s'est fendu sous leurs pieds, et il y a aussi la question des noms, avec l'état civil français qui est arrivé au XIXe siècle, qui a opéré une rupture dans les noms, en nommant les gens comme ils le souhaitaient, comme parfois avec des noms ridicules. Les gens perdaient à la fois les noms et les lieux, comme dirait l'Ashraf, et ils perdaient donc tout ce qui leur permettait de s'inscrire sur la longue durée. Et par opposition, j'ai trouvé des familles qui, elles, avaient pu conserver une inscription sur la longue durée et du coup, qui parvenaient à durer, à transmettre quelque chose à leurs enfants, quelque chose qui toutefois s'interrompait parce que beaucoup de ces familles qui avaient conservé une transmission ont été classés dans la catégorie grande famille et le sentiment de lutte des classes qui est né tout de suite après l'indépendance a fait que et la présence coloniale étant présente, on a décidé, même pour des familles très nationalistes, qu'elles étaient Hizb França. Et que puisqu'elle venait d'un milieu aisé, moi je dis toujours il fallait choisir la chambre à gaz, carrément, on mettait toutes ces familles là-dedans. Il ne faudrait plus en parler, il ne faudrait plus les inscrire, alors qu'elles font partie du paysage social algérien. Pour un sociologue, c'est difficile de les ignorer, d'autant qu'elles détiennent de la transmission. Et donc, beaucoup de ces familles, leurs enfants sont partis. Et donc, la transmission, on peut dire qu'elle s'est interrompue paradoxalement avec l'indépendance. Oui. Alors, votre bac, vous faites le lycée, les bonnes sœurs. Lycée. À votre bac, vous avez 17-18 ans? Ah oui, mais avant, parce que avant, à 15 ans, quand on est rentré, tout de suite la première année, j'étais à l'UNLCA. J'ai inscrit l'Union nationale des lycéens algériens, où je militais. Et nous étions très impliqués dans ce mouvement. Et on se réunissait au boulevard Amérouche, qui était un siège connu, où il y avait aussi l'Union des étudiants. Et on préparait, donc, on a fait des campagnes d'assainissement, des campagnes de reboisement, on faisait plein de choses comme ça, un peu sur le thème des drapeaux sur les tours, de l'acier trempé, on se prenait pour des komsomols. On avait nos utopies à nous, voilà. Et on était en train de préparer le Festival mondial de la jeunesse et je faisais partie de la commission culturelle. J'ai fait partie de cette commission culturelle et le Festival mondial de la jeunesse devait se dérouler à Alger en juillet. Et nous étions riches des visites de Che Guevara, de Nelson Mandela, de tout ce monde-là. Et le 19 juin a lieu le coup d'État. Et le seul mouvement qui sort dans la rue et qui manifeste, ce sont les jeunes. Contre le principe du coup d'État,
Et j'étais parmi les manifestants, ce qui a mis ma mère dans une fureur folle. Elle a cassé un balai sur mon dos en me disant « Je viens d'en finir avec ton père et toi tu commences ». Elle m'attendait dans la rue, dans le boulevard Mohamed V. C'est la peur, c'est pas le refus que... Non, c'est la peur parce ouais. qu'on était venu lui dire « Ta fille, elle est au premier rang de la manifestation ». Et pourquoi vous étiez dans la rue? C'était un truc de jeunesse? C'était idéologiquement? Vous C'était étiez idéologique. engagé? J'étais engagée dans ce mouvement de lycéens. La jeunesse FLN, nous étions... Le secrétaire général était mon fameux cousin qui avait été condamné à mort. D'accord. C'était le secrétaire général des jeunesses FLN. Et la jeunesse FLN avait pris parti contre le coup d'État. Oui. Donc moi, par discipline aussi militante, mais aussi parce que je n'attendais pas un coup d'État de la révolution algérienne. Donc j'étais aussi sensible aux arguments de la jeunesse FLN. J'avais 15 ans et je suis sortie dans la rue, mais pas seule, avec plein de jeunes. Nous étions un très grand nombre de jeunes à la Grande Poste. Et nous avons été... on nous a envoyé les pompiers avec de l'eau. Hein. Bon. Bon, on est rentré à la maison et j'ai trouvé ma mère dans le boulevard Mohamed V en train d'hurler. Mais on m'a mis chez les sœurs. On a dit, celle-là, il n'y a aucune chance qu'on s'en sorte autrement. Demi-pensionnaire, mon père m'accompagnait, me raccompagnait le soir. Donc j'ai passé mon baccalauréat chez les religieuses. Bac français et bac algérien. Oui. Je les ai eus les deux et je me suis même payé la coquetterie d'être la première pour le bac français au niveau national. N'est-ce pas? Donc j'avais bien travaillé. C'était quoi, quelle discipline? Philosophie. 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 Donc je rentre à la fac et par un peu tradition familiale, parce qu'il y avait beaucoup de magistrats, d'enseignants et de médecins dans ma famille, je m'inscris à la fac de droit. Je m'inscris à la fac de droit, tout le monde était pourquoi pas philosophie? tranquille. Arrêtez, attendez. Je reste 15 jours à la fac de droit. De l'autre côté, il y avait la fac de lettres. Il y avait tous mes copains de la JFLN qui étaient passés à la fac de lettres. Il y avait un affichage, il y avait des AG, il y avait tout. Donc, sans rien dire à personne, je traverse la rue et je vais faire ma propédeutique. Et à la fin, quand on disait à ma mère que fait ta fille finalement, parce que j'avais une réputation de bonne élève, que fait ta fille finalement dans les mariages? Alors elle me disait, viens, explique-leur. Alors moi je disais, je fais sociologie et tout, parce que j'ai eu mon bac en 68. Faire la révolution, c'était faire sociologie. Ben oui. C'était une évidence. Donc j'ai fait sociologie. Et c'est comme ça. Et j'étais à l'UNEA, après j'ai quitté l'UNEA. Donc dès la première année, vous commencez en droit et vous switchez tout de suite. 15 jours après, j'ai quitté, parce que je ne voulais pas apprendre le code civil par cœur. C'était qui les professeurs connus à l'époque dans l'université où vous étiez? Alors moi j'ai eu... Vous étiez à l'université d'Alger? J'étais à l'université d'Alger. J'ai eu des profs qui m'ont marqué. Je dois dire, j'ai eu en propédeutique, j'ai eu Madame Anne en lettres françaises. En philosophie, j'ai eu un jeune couple que j'ai retrouvé après, bon, qui étaient de jeunes assistants, c'était Mustapha Haddeb et son épouse Zoubida, Allah yarhama. J'ai eu en système et structure, j'ai eu un type qui est devenu une star de la sociologie française, c'est Alain Caillé, qui fait les cahiers du MOS, qui tient les cahiers du MOS et qui fait un groupe de... Il m'avait convié d'ailleurs à des rencontres avec Serge Latouche une fois. Il travaillait avec Serge Latouche. J'ai eu Abdelatif Benachnou, qui a été un excellent professeur d'économie, un excellent directeur de centre de recherche, puisque je vais le retrouver plus tard au CREA. J'ai eu Douédard, j'ai eu un certain nombre de profs. Et au sortir, et je militais, parce qu'après, je suis devenue maoïste,
J'ai quitté l'UNEA, je suis devenue À maoïste. partir de quel moment vous êtes devenu maoïste? À partir du moment où, en première année de sociaux. En première année de sociaux, je suis devenue maoïste. Et vous rappelez ou vous savez pourquoi vous êtes devenu maoïste? Est-ce que c'était un déclic? Est-ce que c'est parce qu'il y avait des amis maoïstes? Est-ce que c'était quoi? C'était deux choses. Il y avait, de mon point de vue, alors eux, ils l'expliquaient par la répression, une idéologie très familialiste dans l'UNEA qui me dérangeait. Oui. Parce que les camarades épousaient les camarades et les camarades transmettaient aux camarades. Bref, j'étais pas à l'aise. J'avais vécu ça, je vous l'avais dit, avec les maquisardes. Donc, sans le nommer avec précision, ça me dérangeait. Ouais. Et il y avait ça, et il y avait, comment dirais-je, il y avait en même temps, à l'époque, Mao, c'était quand même la question paysanne. Et il y avait, l'Algérie est un pays en majorité rurale. Donc j'avais le sentiment que si révolution il devait y avoir, elle devait venir des campagnes. Et donc j'étais... et puis il y avait une espèce de fascination. Il faut dire que l'instrumentation maoïste au plan de la rationalité me fascinait. Je trouvais cette idée des petits fourneaux, des grands fourneaux, tout ça. Il y avait toute une construction intellectuelle que je trouvais, la révolution culturelle, tous ces éléments-là étaient des éléments qui parlaient à mon intellect et qui me parlaient davantage que la seule révolution prolétarienne. Ouais. Voilà. Moi, je ne suis pas du tout déterministe, hein, donc je comprends parfaitement qu'on change des... mais vous n'étiez pas programmé pour ça. Vous êtes né dans une famille relativement aisée, même s'il y a eu des moments très difficiles. Vous avez une éducation libérale. Allez, est-ce que je peux me permettre de dire que vous avez une éducation plus ou moins bourgeoise? Oui. Oui. Oui, parce que chez les religieuses, on nous apprenait la révérence, on nous disait qu'on allait être des femmes de grands personnages, voilà, qu'il fallait savoir recevoir, qu'il fallait savoir... Des épouses qui savent vivre de qualité. En famille, en couple, avoir des enfants et ainsi de suite. Mais tel que la bourgeoisie le voyait. Hein. Et non seulement, je vous retrouve, quand vous commencez la première année, c'était 68. D'accord? Vous aviez quoi? Vous aviez à peine 19 ans? 20 ans? Ouais. Hein, bon. Et non seulement je vous retrouve maoïste, et en plus, d'un seul coup, la gamine qui sort de la ville, on retrouve la campagne. Enfin, c'est quand même énorme. Écoutez, en plus, je suis née en ville. Hein. Je suis née dans un quartier, en plus, très citadin. Boulorine, Saint-Eugène. Oui. On dit à Alger, on dit Ben Saint-Oger. C'est un quartier où il y a de la distinction citadine. Ouais. Donc, je suis née dans un quartier chargé de sens citadin. Voilà. Et pourtant, parce que j'étais fascinée par Mao, mais aussi... j'ai mes contradictions, hein. Je ne suis pas qu'une révolutionnaire, comme tout le monde. Ou pas des contradictions. Maintenant, je vis avec, je les ai organisées. Oui. Mais mon père était un homme de gauche aussi. Ma mère, beaucoup moins, parce qu'elle avait été déçue par la révolution algérienne, donc elle était devenue très critique. D'accord. Et elle nous disait tout le temps, quand mon père et moi nous parlions politique, elle disait « Ah, j'accepte les critiques de tout le monde sur ce gouvernement, sauf vous. Vous vouliez dictature du prolétariat, et bien c'est dictature et c'est prolétariat. » Elle récusait complètement ce qu'était devenu l'Algérie. Elle avait suivi mon père dans ses utopies, ouais. Et à l'indépendance, quand elle avait vu cet accaparement de richesses, de gens qu'elle avait croisés durant la guerre de libération et tout, elle avait été écœurée un peu, parce que eux, matériellement, ils ont été déclassés, ils avaient perdu tous leurs biens, donc ils n'étaient plus du tout dans cette situation, et elle voyait les autres, c'est pousse-toi que je m'y mette. Donc elle était dans un écœurement total.
que mon père n'a jamais eu. Il a toujours été très droit dans ses bottes, toujours, comment dirais-je, j'ai des difficultés à l'énoncer, mais je vais tout de même tenter de vous le faire comprendre, parce que je suis gênée de le dire. Mais nous venons d'une famille maraboutique. Et chez les marabouts, il y a ce sentiment d'être responsable d'une communauté. Vous voyez, de devoir trouver. Et chez mon père, le salon, ma mère n'en pouvait plus. Il fallait trouver un logement, il fallait trouver un boulot, il fallait inscrire les gosses, il fallait. C'était. Et en septembre, c'était l'annexe de l'académie. Mais quand il est mort, si vous aviez vu les petits vendeurs du marché meissonnier, les femmes qui venaient, qui étaient autour de son corps, qui disaient si on a un métier, c'est grâce à toi, si on a un logement, c'est grâce à toi. Il avait fait ses choix, lui, oui. Très clairement. Il avait retenu de son éducation cela, qu'on était responsable aussi des gens qui nous entouraient. Tout à l'heure, vous disiez que votre père était de gauche. Oui. Ça voulait dire quoi à l'époque? Il était marxiste, il était au Parti communiste, il était quoi? Il a été sympathisant, mais non, c'était un démocrate de gauche. Hein, mais il n'était pas... pourtant, les marabouts ont une généalogie religieuse, mais il n'était pas religieux. Il ne nous a pas du tout élevés dans la religion musulmane. Mais lui-même, il était pratiquant. Il n'était pas pratiquant. Non. Il refusait toute idée de pratique dans la maison. Oui. Ma mère fumait. Elle n'a jamais porté le voile. Elle voyageait seule. D'ailleurs, supportant de moins en moins le contexte algérien, elle pouvait passer 3 mois dans un hôtel. Hein, à l'étranger. Et lui, il payait, il comprenait tout à fait, il disait c'est ma cousine, je l'aime, et elle n'est pas bien ici. Il comprenait tout à fait le point de vue de ma mère. Et quand elle partait seule? On allait à tour de rôle la voir. Mon père allait passer quelques jours avec elle. Mais pardon pour les clichés, vous connaissez les clichés. Oui. Une femme jeune à l'époque? Non, là, elle avait, quand elle s'est mise à voyager seule, elle avait la soixantaine. Oui, quand même, ça reste jeune. Oui. Une belle femme, vous disiez, au début, vous disiez qu'elle elle était très belle. Oui, elle était très et qui belle. partait comme ça seule. Enfin, on est algérien. On n'a pas été élevés comme ça. Oui. Non, mais pour votre père. Par exemple, nous, on allait danser, nos camarades venaient nous chercher à la maison et nous ramenaient. Moi, quand je faisais des réunions politiques, c'était dans le salon de mes parents jusqu'à 2h du matin avec des copains. Pendant le ramadan, la fac venait manger à la maison. Je veux dire, c'était... Et le soir, la jeune fille, vous sortiez le soir. Ah oui, mais il fallait que Alger était petite démographiquement, donc les familles se connaissaient. Bien sûr. Et il fallait que les garçons dont ils connaissaient les parents viennent nous chercher, se montrent, comme disait mon père, et qui montrent son visage, qui viennent nous chercher ma sœur et moi, puisque nous avions à peu près le même âge. Et ils nous emmenaient, et ils nous ramenaient, ou parfois notre père venait nous chercher. Il savait où ça allait, les choses se passaient en toute civilité. Et on est dans les années 60. On est dans les années 60, il y avait le bal de pharmacie, il y avait le bal, il y avait les bals de la fac, il y avait... C'était une autre ambiance. Et donc, je reviens à ma question. Je faisais du théâtre, j'ai fait beaucoup de théâtre. Je reviens à ma question. Qu'est-ce qui vous a emmené dans la campagne? J'allais presque dire qu'est-ce qui vous a emmené chez les ploucs par rapport au langage urbain. Alors, j'ai fait comme spécialité à la fac démographie. Oui. Ensuite, je rentre dans l'administration, dans le cabinet d'un ministre, du fait des réseaux sociaux, quoi, par piston, disons-le comme ça, dans le cabinet d'un ministre. Avec logement de fonction, chauffeur. Ça, vous avez quel âge? 23 ans. D'accord. Vous étiez déjà allé à la campagne? Non. Non, d'accord. J'étais nommée par décret du président Boumedienne et tout. J'étais donc très bien installée. Mais c'était horrible pour moi.
Vous étiez encore célibataire? Non, j'étais mariée. D'accord. Et en fait, j'avais accepté ce poste parce qu'il y avait un logement de fonction, il y avait une crise du logement. Et j'ai eu ma fille à ce moment-là, mon aînée. Et donc, je me suis... c'était horrible. J'ai pas été heureuse dans l'administration. C'était pas ma place pour différentes raisons. Et je tournais à la dépression, quoi, parce qu'en fait, j'étais chargée des relations internationales, je mettais bien le tailleur, j'étais un faire-valoir, je parlais un peu l'anglais, je parlais le français et tout, et c'était pas une fonction qui m'attirait du tout. Donc, au bout d'un moment, puis c'était toujours bien de montrer devant les délégations étrangères que la personne qui s'occupait des gros dossiers de coopération internationale, c'était une jeune femme. Oui. Donc, je ne me suis pas sentie à l'aise dans cette fonction. Je faisais de la déprime et je traversais vers la poste du Golfe. Je croise Abdelatif Ben Achnouk, qui avait été mon professeur. Il me dit « Qu'est-ce que tu fais ?» Je lui dis, écoutez, monsieur, parce que c'était mon prof, oui. Je suis dans l'administration, mais j'en peux plus, je vais quitter, je fais une crise, je fais une dépression. Il m'a dit, écoute, on me demande de monter un centre de recherche, je cherche des équipes, est-ce que tu veux en être? D'accord. Il avait choisi des seniors, des chercheurs seniors, et certains de ses étudiants, dont Omar Bessaoud et moi, qu'il avait apprécié peut-être au cours des études et auquel il a demandé de s'adjoindre. C'est 72-73 76. 76. Ma fille est née en 74. Et donc, je rejoins le CREAD et il me met dans l'équipe économie rurale. Avec, comme chef d'équipe, Claudine Chollet, que je connaissais pour l'avoir connue en Tunisie. D'accord. Et il y avait... Alors, j'ai appris des choses très importantes du point de vue de la recherche dans ce CREA, qui a été un grand centre. D'abord, une dimension internationale très importante, parce qu'on collaborait beaucoup avec l'IRD de Samir Amin, le CODESRIA à Dakar. On allait très souvent à Dakar, avec l'équipe de Bethléem à Nanterre, qui travaillait sur l'agriculture. Il y avait... un certain nombre de chercheurs, avec l'Amérique latine, Furtado, Emmanuel, qui venaient au CREAD, avec qui on échangeait, avec qui on pouvait dîner le soir et qu'on pouvait inviter à la maison. Donc ça aussi, ça a beaucoup nourri intellectuellement. Donc il y avait cette dimension d'une recherche ouverte sur le monde. Il y avait la deuxième condition d'une bonne recherche, c'était le terrain. Le CREA nous a fait faire tout le nord de l'Algérie, les campagnes au nord de l'Algérie, pour une très grande recherche qui s'est appelée Production et producteurs agricoles. Et j'étais en charge de la partie comportement et aspiration des paysans. C'était après la révolution agraire, donc dans les villages socialistes, dans les coopératives et tout. Et donc je rentrais dans les maisons de paysans et puis on allait sur le terrain, il n'y avait pas d'hôtel, on dormait dans les écoles, on est allé dans les bas-bords, on allait dans des endroits improbables. Et la troisième chose, c'est que les jeunes chercheurs avaient un tuteur qui n'était pas nécessairement de leur équipe et qui lisait leurs travaux et les accompagnait dans l'écriture de leur production. Et j'ai eu comme tuteur à ce moment-là Mustapha Hadeb, qui avait été mon assistant en philosophie et qui est un chercheur respecté et qui était un senior donc, et avec qui je relisais tout le travail et il me poussait à aller plus loin, Ces trois éléments ont été très importants pour ma formation de chercheuse. D'accord. Et donc, j'ai été confrontée. Et essentiellement dans le monde sur les questions rurales. Rurales. Et j'ai bien connu la paysannerie à ce moment-là. Je suis arrivée dans des endroits où, à 20 km d'Oran, les visages des enfants étaient pleins de cloques parce que l'eau était encore salée. Il n'y avait pas de moyens de transport. Je suis allée dans les bas-bords où on est arrivé à Sétif
en voiture. Ensuite, le Wali nous a donné des Range Rover. On est allé en Range Rover. Et après, on a pris des ânes parce que les Range Rover... Et on est arrivé dans des villages où l'indépendance n'était jamais arrivée, quoi. Où on vivait encore dans des courbiers. Donc j'ai été violemment confrontée à la question paysanne. Vous étiez heureuse à faire ça? Vous Oui, étiez bien sûr. vous vous sentiez à l'aise? J'étais très à l'aise. D'abord par l'accueil. Oui. L'accueil de la paysannerie, vous la connaissez vous-même, elle est extraordinaire. Il fallait se battre pour qu'on ne tue pas la dernière poule pour vous faire à manger avec, alors que c'est la seule poule qu'ils avaient dans la maison. Je les voyais vivre avec une avance sur revenu dans les coopératives de la Révolution agraire qui s'élevait à 300 dinars, et ils achetaient la semoule, l'huile, le sucre et le café. Le reste, c'était le petit jardin maraîcher que la femme entretenait autour de la maison, qui le fournissait. Donc je voyais la malnutrition, je rentrais dans des maisons où il y avait une edorat, la peau de mouton de l'Aïd, et puis des couvertures. Il n'y avait rien, il y avait 3-4 casseroles, il n'y avait rien. Après, je suis allée dans les villages socialistes. Et là, j'ai vu une espèce d'urbanisation des campagnes. Parce que les maisons du village socialiste, elles étaient petites, avec une cour intérieure, donc il fallait oublier le petit jardin maraîcher. Bien sûr. On arrivait à la claustration des femmes, qu'elles n'avaient pas dans les campagnes. Il y avait l'école, il y avait la poste, il y avait le hammam, il y avait tout ça. Et bien évidemment, dans leurs aspirations, les paysans me disaient qu'ils voulaient quitter, parce qu'en plus, il y avait l'appel d'air de la politique d'industrialisation. Oui. Et donc, les emplois en ville. Et donc, à ce moment-là, j'ai bien compris que les paysans voulaient quitter la ville. Et en 69, nous étions une population à majorité paysanne, 70% de paysans, le reste urbain. Aujourd'hui, les chiffres sont complètement inversés. La majorité de la population est en ville. D'accord. Est-ce que la jeune... Vous faisiez des enquêtes? Oui, des enquêtes. J'ai Avec toujours fait questionnaire. des enquêtes. J'ai toujours travaillé par enquête. Avec questionnaire fermé? Non, pas toujours. Alors, comment vous faisiez? Alors, je suis passée... La pratique de l'enquête. Je suis passée du questionnaire fermé Ouais. à l'enquête. Alors, avec Claudine Chollet, parce que c'était une très grosse enquête, nous avions les questionnaires. Nous passions des questionnaires. Mais toujours, parce que j'ai souvent fait mes enquêtes avec Claudine. On était en binôme souvent pour les enquêtes. Chollet. Chollet, oui. Et donc, il y avait toujours des questions autour, des réponses autour, de la matière autour qui ne rentrait pas dans le questionnaire, mais qu'on prenait. Moi, je parlais plus facilement l'arabe dialectal, par exemple, et Claudine était assise à côté. Et je posais la question, on avait la réponse, on cochait dans le questionnaire, mais tout ce qui était autour, on le prenait sur un cahier d'enquête qui devait nourrir les réponses. Et donc, ça a été comme ça. C'est vous qui notiez ou c'est Claudine? C'est Claudine qui notait. Moi, je notais aussi en partie, mais on se complétait. Mais comme c'est moi qui parlais et qui faisais face à l'enquêté, pour ne pas l'indisposer aussi. Oui, bien sûr. Il ne fallait pas que je lui montre qu'il notait les choses subjectives qu'il pouvait dire par ailleurs. Ouais. Donc c'était elle qui le prenait. Et nous avons fait cette publication. Producteur et production. Production et producteur agricole en Algérie. Voilà. C'est un livre? Oui, c'est un rapport de recherche. Un rapport de recherche. Un gros rapport de recherche. Est-ce que vous avez un exemplaire ici? Je dois en avoir un vieux, mais je ne sais plus où il est. Parce que vous n'êtes pas la seule, la première à me le signaler. Oui. Et j'adorerais lire ce rapport. Ça a été un apprentissage. Ça a été notre formation de jeunes chercheurs.
Parce que nous étions la première génération tout de même, après l'indépendance, Oui. de jeunes chercheurs et qui allons prendre aussi l'enseignement à l'université, parce qu'on avait beaucoup de profs coopérants, on avait beaucoup de profs étrangers. Oui. Et donc, après, nous allions algérianiser l'enseignement et la recherche. Est-ce que si je vous propose une formule, vous la prendriez, vous êtes une sociologue née à la campagne. C'est la campagne qui qui a fait de vous une sociologue. Qui a fait de moi, dans la pratique, sociologue. une sociologue. Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est la fréquentation de la campagne. C'est la fréquentation de la campagne. Donc c'est vraiment le terrain qui a produit la sociologue. Oui, et moi, le terrain, je ne l'ai jamais abandonné. J'ai tout appris du terrain. Et vous continuez à faire vos enquêtes? Je continue à faire mes entretiens, je les fais moi-même, j'accompagne les étudiants ou les enquêteurs et je pose moi-même des questions, je prends une partie de l'échantillon et pour le dernier livre, j'ai fait moi-même les entretiens. C'est un choix? C'est une facilité? C'est un choix, je crois. C'est un choix de méthode. Parce que je crois en la sociologie compréhensive. Oui. Je pense que les sujets ont un savoir sur eux-mêmes et que le rôle du sociologue, c'est au fond d'entendre, d'écouter, d'entendre et d'analyser. Ce que nous pouvons apporter à ce qu'ils savent d'eux-mêmes, c'est une instrumentation analytique, des analyses qui nous viennent d'une fréquentation de la sociologie comme catégorie de pensée. Mais le contexte général, les savoirs, tout ça, ils nous sont offerts par le terrain. D'accord. À un certain moment, vous devenez universitaire, vous avez un poste à l'université. Alors, Ben Achnou, encore, me convoque dans son bureau une première fois, pendant que quand il m'a recruté, il m'a dit, tu sais, si tu veux une stabilité dans cette fonction, il faut être enseignant-chercheur. Ne reste pas seulement chercheur. Et donc, j'ai fait un DEA sur la décision économique dans les coopératives de la révolution agraire avec Claudine Chollet. D'accord. Je suis devenue son assistante en sociologie rurale et donc j'ai été chargée de TD en sociologie rurale. Voilà. Et après, vous avez fait une thèse. Mais pas en sociologie rurale. Après, à la fin du travail sur production et producteurs agricoles, Ben Achnou me reconvoque. Et il me dit, me faisant ce cadeau, moi je lui suis reconnaissante, hein, après il me convoque, il me dit, écoute, tu peux prendre une équipe maintenant, et une équipe sur les femmes. Parce qu'en même temps, je commençais à être féministe, puisque je le suis depuis 1976. Et il voyait cet aspect de mes pratiques. Et il m'a dit, tu peux prendre une équipe sur les femmes. Et il m'a ouvert une équipe sur le thème de femmes et fécondité, parce qu'il y avait des campagnes d'espacement des naissances, la question de la fécondité était très importante. Et moi, j'étais partie de l'idée que la fécondité, c'est-à-dire le taux brut de fécondité ou de natalité, n'est qu'un résultat de pratique dans ce que les démographes appellent l'intervalle intergénésique, c'est-à-dire ce qui se déroule entre deux naissances. Et ce qui se déroule entre deux naissances, les pratiques des femmes, les avortements, les pratiques contraceptives, toutes ces questions-là, les ruptures d'union, toutes ces questions-là, il n'y avait que les femmes qui pouvaient les connaître. Donc, j'ai conduit encore une enquête de terrain sur Alger dans une équipe qui était composée de 4 sociologues, Shrifa Hadjid, Souad Rouja et Jamila Belhouari Muzet. Et j'ai conduit cette équipe sur femmes et fécondité qui a fait l'objet d'un ouvrage. En ville, à la campagne, en ville, Alger. C'était fini. Pourquoi ? Parce que j'étais féministe. Et un des mantras du féminisme, c'était d'où tu parles. C'était de ne pas s'approprier la parole d'un autre. Oui. Et moi, je savais que j'étais une femme d'un milieu urbain. Et donc, j'ai décidé d'accepter la proposition de Ben Achnou, femme,
mais en milieu urbain. D'accord. Puisque j'étais une urbaine. Ça ne va pas manquer, embêter de ne pas pouvoir élargir l'enquête sur ce question-là aux femmes paysannes que vous avez rencontrées quand Alors, vous faisiez les enquêtes. Le problème, parce que j'avais fait aussi mon enquête de DEA toute seule, sans le CREAT, mais le problème, c'est les financements. Le DEA, c'était sur la campagne. C'était sur la Bien campagne. sûr. Mais vous savez, le problème de la recherche, c'est le problème des financements. Oui. Combien on vous donne pour faire le terrain? Oui. Et je n'avais pas l'argent, et j'ai toujours manqué d'argent. Par exemple, je n'ai jamais pu faire Pour la de recherche. sur la famille, oui, pour la recherche, les recherches sur la famille dans le sud du pays. C'est une grande frustration pour moi. J'ai jamais eu les crédits pour faire le sud du pays. J'ai eu les crédits que pour l'Algérie du Nord, et la direction de la recherche a toujours considéré, m'a toujours rétorqué que la majorité de la population se trouvait au nord et que donc il fallait travailler sur le nord. Et votre explication? Pourquoi est-ce qu'il y a des régions qui n'étaient pas couvertes par la recherche? Vous avez une explication? Je vais vous dire, c'est une explication, j'ai toujours trouvé paradoxal d'avoir croisé dans mon parcours de chercheuse des chercheurs américains, anglais, tout financés par leurs universités qui travaillaient dans le Sud, et très peu de chercheurs algériens qui pouvaient travailler dans le Sud. Donc je m'interroge, comme vous, je me pose la question, non résolue. Pourquoi on n'a pas les moyens de travailler? Bon, il y a le CRASC, le CNRPH, qui travaille sur les Targui, sur la préhistoire, l'anthropologie, eux peuvent le faire. Mais il y a très peu de travaux, il est plus difficile. Mais maintenant qu'il y a des universités au sud, il y a des travaux, mais qui sont conduits localement. Mais du nord, c'est plus difficile, parce qu'il faut de l'argent, il faut se déplacer, il faut... Non, mais je vous pose des questions parce que je pense que la vraie raison n'est pas que financière, elle est forcément financière. Je n'ai pas la réponse. D'accord, entendu. Et donc, vous continuez votre... Donc, je travaille sur femmes et fécondité. C'est à partir de ce moment-là que vous devenez sociologue féministe. Vous devenez la sociologie féminine, quoi, en gros. Pas féminine, féministe. Féministe. Mais en réalité, à cette occasion, je me rends compte aussi que l'horizon des femmes en Algérie, c'est la famille. Donc je deviens sociologue de la famille. Toujours urbaine. Hein? Toujours urbaine. Toujours urbaine, parce que la ville a introduit des nouvelles façons de consommer, des nouvelles façons de vivre, des nouvelles façons d'habiter, des nouvelles façons de penser qui ont lourdement pesé sur les familles algériennes, les entraînant dans des transformations énormes, alors que l'appareil juridique ne suit pas du tout, alors que les textes juridiques ne suivent pas. Le code de statut personnel continue de fonctionner sur une représentation de la famille qui n'est plus à l'œuvre dans les villes, et c'est ce que j'ai essayé de montrer dans tous mes travaux, en essayant de faire des analyses extrêmement fines qui ont donné lieu à plusieurs publications. Ma thèse, elle, était encore une thèse plus précisément féministe. Je l'ai soutenue à l'Université catholique de Louvain et elle portait sur les identités féminines à Alger. J'ai choisi Louvain parce que je ne voulais pas soutenir en France sur la question des femmes, parce que je considère, bien qu'ayant énormément d'amis en France, que sur la question des femmes, il y avait des biais auxquels je ne voulais pas des biais postcoloniaux. Donc je suis introduite dès cette période à une réflexion décoloniale, je dirais. Et donc je vais m'inscrire à l'Université catholique de Louvain sur ce thème-là. Je la soutiens dans la section anthropologie et à ce moment-là, je suis à Paris. À Paris, entre-temps, il y avait eu l'arabisation à l'université.
Donc j'avais été placée face à un grand dilemme parce que beaucoup de collègues francophones avaient quitté l'université. Moi, je me suis dit, je ne suis pas prof de français, je suis prof de socio. Donc, forte de cette vocation qui m'avait été transmise par mon père d'enseignante, je suis restée à l'université. Donc, j'ai essayé de m'arabiser et j'ai essayé d'arabiser aussi les contenus, de travailler sur Mohamed Abd el-Jabiri. J'avais un cours d'épistémologie, le Farabi, tous ces penseurs en arabe, et ça m'avait demandé beaucoup d'énergie. En 93, j'arrive à Paris et j'ai passé 2 années à me mettre à jour. Parce que pendant ce temps, toute la littérature en français, en anglais, en sociologie, je n'y avais pas consacré beaucoup de temps. Donc j'ai beaucoup travaillé là, j'ai beaucoup lu. Il y avait la bibliothèque Boulevard Raspail de la Maison des Sciences de l'Homme. Je travaillais là-bas tout le temps. Et puis, ensuite, je suis allée à Paris 8 faire un séminaire sur l'anthropologie du Maghreb. Dans l'Institut Maghreb. Dans l'Institut, avec Galissot, Aïssa Kadri. Après, je me suis heurtée à une difficulté, c'est que beaucoup de mes étudiants venaient d'Alger. Ils avaient tous besoin de carte de séjour. Donc, ils avaient tous besoin de réussir leurs examens. Et éthiquement, pour un prof, c'était très douloureux. Donc, je suis partie de Paris 8. J'avais une offre à ce moment-là à l'UNESCO. Je suis allée à l'UNESCO où j'ai travaillé sur 2 projets dont l'un m'a beaucoup formée. L'un, c'est l'éducation en situation d'urgence dans les zones de conflit, dans les zones de guerre. Et l'autre, surtout, qui m'a pris le plus de temps et qui m'a beaucoup appris, j'ai évalué le programme Pétrole contre nourriture en Irak du point de vue de l'éducation. Et au terme de cette étude, qui m'avait révélé des situations scandaleuses, c'était avant la guerre, avant qu'on détruise l'Irak. J'avais bien vu, y compris dans les pratiques des experts des Nations Unies et tout, qu'il se passait des choses très étranges en Irak et très dangereuses pour l'Irak. Non pas que j'aime Saddam Hussein, mais j'aime pas l'impérialisme. Ça m'était resté très fort. Donc, quand j'ai fini mon rapport, je l'ai emmené, ce qui est interdit par les textes des Nations Unies, je l'ai emmené à l'ambassadeur d'Irak. Et l'ambassadeur d'Irak a réagi en me disant « Mais ne t'inquiète pas, l'Irak est très forte, on va leur faire face et tout. » Et puis peu de temps après, ça a éclaté. Mais moi, j'ai quitté l'UNESCO, bien évidemment, parce que j'étais en contradiction avec... Et par hasard, à ce moment-là, parce que j'ai été très amie toute ma vie avec une femme à qui je garde une affection, et une estime, un respect, une grande, grande amitié, c'est Assia Djebar. Bien sûr. Et Assia a été invitée à ce moment-là à faire l'ouverture d'un conseil scientifique sur les identités méditerranéennes à Naples. Et elle ne pouvait pas y aller. Donc elle a répondu en disant je ne peux pas y aller, mais mon amie Fatma Ouzdik fera très bien l'affaire. C'était vraiment un cadeau qu'elle me faisait. Je suis allée, j'ai fait la communication d'ouverture en lieu et place de Assia, mais c'est moi qui l'avais rédigée, c'est pas l'intervention d'Assia. Et il y avait là tous les grands pontes de la sociologie à Princeton, un peu partout. Et donc je pense qu'à ce moment-là, j'ai eu un niveau de reconnaissance internationale qui a conforté ma position de sociologue. L'administrateur de la Maison des Sciences de l'Homme, à ce moment-là, je n'avais pas totalement quitté l'UNESCO, qui était là, Maurice Aymar, qui est un grand historien, était venu me voir en me disant « Mais où êtes-vous » parce qu'on ne vous connaît pas. Je lui ai dit « Je suis à l'UNESCO ». Il m'a dit « Mais qu'est-ce que vous faites à l'UNESCO ? Venez à la Maison des Sciences de l'Homme ». Et il m'a prise comme conseillère Maghreb auprès de lui.
Et il y avait des profs, donc je me suis retrouvée professeur invité à Brown, professeur invité à Princeton, j'ai été à Harvard, j'ai été dans beaucoup d'universités du monde avec ce qui a enrichi En même temps, ma thèse était publiée à Bruxelles, elle est aujourd'hui épuisée. C'est quoi comme titre, la thèse? Identité féminine à Alger. Oui. Et en 2002, mon mari et moi avons décidé, la situation s'est calmée en Algérie, de rentrer. Alors Maurice Aymar était furieux, il m'a dit « Comment tu rentres ?» Je lui ai dit « Je rentre. » Pourquoi vous êtes parti? Alors, nous sommes partis parce que mon mari avait des fonctions ici qui ont été interrompues et il y avait peu de chances qu'il retrouve du travail ici. Des fonctions publiques? C'est une personnalité connue, votre mari? Oui, voilà. Il était gouverneur de la Banque centrale algérienne. Donc, Boudiaf a été tué. De quand à quand, directeur de la banque? Pardon? Je m'en souviens plus. Ouais. Enfin, en 93, il était directeur de la banque. Non, 89, il était. Voilà, 89. Il était dans l'équipe des réformes. D'ailleurs, il a signé les cahiers des réformes. Il était dans l'équipe des réformes. Il est resté ensuite avec Boudiaf, qu'il avait soutenu parce qu'il était contre le rééchelonnement. Et quand Boudiaf a été assassiné, le rééchelonnement a été décidé. Il est parti. C'était une fin il n'y avait plus aucune possibilité de collaborer puisque lui s'était opposé très fermement au rééchelonnement en disant qu'ainsi l'Algérie perdait sa souveraineté sur son économie. Et il a eu une proposition, une offre de travail en France. Il est parti parce qu'il était jeune encore, il ne se voyait pas restant dans le salon et recevant des gens pour donner la bonne parole ou pour débattre pendant des heures. Donc lui est parti. Moi, je suis restée. Et je suis restée à la fac. Et je suis allée pour des vacances de février, et là, un ami très proche à moi a été assassiné. J'étais très proche de lui et de sa femme, c'est Djilali Liabès. Et j'étais là-bas, et c'était affreux. Et il y avait Youssef Septik, le poète, qui était un ami qui avait été assassiné, donc j'étais mal. J'étais très mal et mon mari m'a dit « tu rentres pas ». Et donc j'ai été tranquillisant et tout. J'ai été mal pendant un bon moment. J'ai été prise en charge et tout pendant au moins 2-3 ans. Parce que de surcroît, j'avais laissé mes 2 aînés ici. J'ai beaucoup souffert de cette situation et eux aussi. Quel âge? Mon petit il était encore en école primaire et ma fille était au collège. Donc vous avez laissé chez qui? Ils étaient ici dans leur famille paternelle. D'accord. Et j'ai beaucoup, et eux aussi, nous avons beaucoup souffert de cet épisode, d'autant que ils étaient dans un contexte où il y avait des gens qui mouraient autour d'eux. Ils ont vécu des épisodes. Ma fille était l'élève de Septi qui s'occupait beaucoup d'elle parce qu'il était mon ami. Et en partant, je lui avais dit « Youssef, je te confie ma fille et tout ». Et elle fait partie des étudiants qui ont trouvé le corps de Septi à son assassinat. Elle était très amie avec les enfants Liabès, bien évidemment. Mon fils, quand il allait à l'école, il passait devant des cadavres. Enfin, ça a été une période très dure. Ça a été une période très dure pour moi, pour eux, et qui nous a marqués durablement. Et ils ont fini par venir. En fait, ma fille avait trouvé elle s'est débrouillée toute seule, elle avait trouvé un programme entre Paris-Grignan et l'INA où elle était étudiante. Et elle est venue dans le cadre de ce programme. Elle travaillait sur le petit pois, par chance. C'était un programme sur le petit pois.
Elle était en dernière année. Et mon fils est venu, il était dans un tel état que mon mari m'a dit il ne repart pas, advienne que pourra. Il ne repart pas en Algérie. Et donc nous l'avons gardé. Ils ont été clandestins. Nous avons été clandestins tous pendant un certain temps. Mais lui plus longtemps mais fort heureusement, c'était étrange, hein, le censeur et le proviseur d'un grand lycée parisien, le lycée Montaigne, l'ont inscrit sans qu'il ait de papier, simplement par solidarité. Donc il a passé son bac à Montaigne, elle a continué ses études, mais ce furent des années d'épreuves très dures. Et bon, après, nous sommes peu à peu, les choses se sont régularisées. Ils ont chacun, lui a continué leur route et nous avec, et nous tous avec. Et donc vous rentrez. On rentre. En 2002. On rentre en 2002. Je retourne à la fac. Les collègues ont été formidables, de solidarité. Ta place t'attend. À l'université, je retrouve ma place tout de suite. Vous étiez comme en congé sans solde, quoi. Voilà, je retrouve ma place tout de suite. Et donc je reprends au CREA. Je dirige une équipe encore en sociologie de la famille. Et donc je reprends ma vie antérieure, là où elle était. Et vous avez reconstitué donc Voilà, j'ai continué à écrire, j'ai continué. Alors j'en ai profité quand même à l'époque parce que j'étais à la Maison des Sciences de l'Homme pour monter un programme de 3 millions d'euros France-Maghreb avec Gilbert Grand-Guillaume et Maurice Aymar. Donc je suis arrivée aussi avec cette manne financière pour la recherche maghrébine. D'accord. Et en plus, j'avais beaucoup de réseaux internationaux. Or, l'université d'Alger avait été très isolée pendant les années de terrorisme. Donc, j'ai fait des colloques, j'ai développé beaucoup d'activités scientifiques pour remettre en lien. J'ai essayé de contribuer d'une certaine façon à la remise en lien de cette université. Mais pendant ce temps, l'administration avait pris une place énorme dans l'université, affaiblissant la pédagogie, affaiblissant... Voilà. Est-ce que c'est grâce à ce programme, au financement, donc France-Maghreb, que vous avez, à ce moment-là, que vous avez commencé à travailler en Tunisie? Non, pas du tout. Non. Pas du tout, parce que pour ma part, par éthique, j'ai refusé de prendre un financement dans le cadre de ce programme. Je ne voulais pas qu'on considère que j'étais venue avec ce programme pour moi-même. Je l'ai ramené pour mes collègues. Je tiens beaucoup à l'éthique. On ne peut pas me reprocher ni d'étouffer une affaire, ni de rien du tout de pareil. Je veux dire, je dis les choses et j'ai appris de mon père et j'ai un sens de l'éthique très développé. Donc je tenais à ne pas prendre d'argent sur ce programme et je n'ai rien pris. Mais la Tunisie, c'est une très vieille histoire pour moi. J'ai commencé le féminisme au club Tahar Haddad avec Jalila Hafsiya, qui est ma grande amie, qui est ma très grande amie. Et à l'époque, il y avait déjà des crises entre le Maroc et l'Algérie. Nous nous retrouvions en Tunisie au club Tahar Haddad avec Fatima Mernissi, Nawel Saadawi, toutes les féministes Rachida Neifer, toutes les féministes Amel Ben Abba, toutes les féministes du Maghreb, et aussi en 1976 par le Codesria et tout, avec Fatima Mernissi et Nawel Saadawi, Marie-Angélique Savané, Amel comment elle s'appelle? Chabouni. Chabouni. Comment elle s'appelait? Amina Chabouni. J'ai oublié son nom. Une Tunisienne, psychologue, prof de psycho. On avait créé la FARD, l'Association des femmes africaines pour la recherche sur le développement. C'était en 76-77, tout ça. Et d'entrée de jeu, c'était du féminisme décolonial.
puisqu'on l'avait créé à Dakar dans cette optique. Il y avait Aminata Traoré aussi avec nous. Dakar, c'est Mélamine, Alors le Codesria nous hébergeait. Et il y avait Aminata Traoré, Fatima, Nawel, Marie-Angélique, toutes ces femmes-là, Zineb Ouartadessé, enfin plein d'Africaines. On a créé cette association et on a au niveau international tenu un discours féministe décolonial. Voilà. Puisqu'on allait dans les rencontres et tout, et on incarnait cette tentative de penser le féminisme depuis l'Afrique, depuis des sociétés anciennement colonisées. Et donc, voilà, je suis revenue, j'ai travaillé. J'ai travaillé toujours selon les mêmes principes, c'est-à-dire que le terrain savait tout et que la sociologie avait la capacité de révéler et d'analyser le réel et que c'était la fonction du sociologue qui devait ensuite rendre compte aux populations enquêtées, et c'est pour ça que j'accepte toujours les interviews, les entretiens et que je fais des publications régulières parce que je considère que nous sommes redevables vis-à-vis des personnes qui nous reçoivent, qui nous racontent et qui se racontent. Nous sommes redevables de ce que nous avons reçu. Et moi, je vous suis très redevable. Et juste une ou deux autres questions. La première, est-ce que... J'imagine que vous pensez toujours de gauche, bien sûr. Pour être féministe, décoloniale, vous vous identifiez plutôt à gauche, toujours. Oui, oui. Est-ce que vous êtes toujours maoïste dans un certain sens? À partir de quand vous êtes passé à autre chose? Est-ce que vous le situez à peu près? Non, je dirais féministe. 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 C'est le féminisme qui a pris le dessus. Il a pris le dessus surtout. D'accord. Il a pris le dessus surtout. Et puis décolonial, je participe aux ateliers de la pensée avec Felwine Sarr et Achille Mbembe à Dakar. Je participe à un groupe décolonial avec Driss Xiques en Afrique du Nord, le décolonial en Afrique du Nord. Je travaille sur ces questions-là et en développant le point de vue, un point de vue féministe, mais aussi, je veux dire que pour moi, féministe, j'ai d'ailleurs au CREAD, je suis très contente parce qu'au CREAD, il n'y a pas un groupe ni un magistère féministe ou femme ou genre, mais dans toutes les équipes, on traite de cette question-là. Parce que moi, je considère que la sociologie de la famille, c'est mon terrain comme sociologue, et que mon féminisme, c'est le point de vue à partir duquel j'investis ce terrain. Comment elle a évolué, la famille algérienne, si vous pouvez, en peu de temps... Alors, la famille algérienne, elle a beaucoup changé en ville. D'abord, elle est passée de Douéra à l'appartement. Oui. Des appartements dont on achetait les plans en Suède ou en France, et ça fait F3. Oui. Donc, dans les enquêtes qu'on a menées, les gens se plaignent parce que pour les gens qui n'ont pas les moyens, il y avait à un moment donné un gros problème de logement en Algérie. Il y a toujours un problème de logement, mais qui est devenu un problème de distribution du logement, parce que des logements, il y en a, mais l'accès au logement reste toujours extrêmement fermé aux catégories les plus fragiles, et il faut, comme je dis, avoir un ami puissant pour espérer avoir un logement ou un emploi ou des choses comme ça. Et donc, les gens vous disent, j'ai marié mon fils aîné, je lui ai donné le salon, j'ai marié le second, j'ai construit le balcon, j'ai marié le troisième, je lui ai donné ma chambre, et je dors avec la vieille dans la cuisine, mais on n'a plus... Ma fille a divorcé, elle est revenue avec ses enfants. Elle m'a dit, quand j'étais dans le bidonville, j'ajoutais une case. Et dans les campagnes, c'était la même chose. J'ajoute une case. Or, maintenant, il y a cette contrainte du logement. Il y a la scolarisation qui
constitue finalement la scolarisation la plus poussée, constitue aujourd'hui un handicap. Le plus grand nombre de chômeurs, ce sont les universitaires. Et l'emploi étant faible, les gens ont besoin d'une articulation des revenus. Or, cette articulation des revenus, elle disparaît parce que les gens sont de plus en plus démunis. L'élévation du niveau de vie, la séparation dans le logement, toutes ces questions-là font qu'aujourd'hui, dans les familles, il y a une génération pivot qui est un peu la mienne, ceux qui, au lendemain de leurs études, ont trouvé un emploi immédiatement, ou ceux qui ont trouvé un emploi de toutes les façons, même sans avoir fait des études, parce qu'il y avait un besoin de force de travail. Ceux-là, ils sont concernés par leurs parents et par leurs enfants. Or, c'est déjà un problème. Il faut leur trouver un logement, il faut leur trouver un boulot, il faut leur trouver... Et du coup, les collatéraux disparaissent. Donc, la combinaison de revenus telle qu'on l'a connue dans ce qu'on appelait la famille élargie n'existe plus. Et donc, la famille, je dis, ma formule, c'est elle a perdu ses ailes. Elle n'a plus d'ailes, elle est verticale, elle n'est plus horizontale. Et dans la famille, les statuts des uns et des autres ont changé. Parce qu'il y a des filles qui travaillent et des femmes instruites. Parce que même quand une femme ne travaille pas, aujourd'hui, elle a fait des études. Donc, elle prend des décisions. C'est elle qui s'occupe des enfants, de la scolarité des enfants, qui s'occupe de la santé des uns et des autres. Et c'est, dans les enquêtes, le premier acteur économique, parce que c'est elle qui choisit ce qu'on va acheter au niveau de l'électroménager, ce qu'on va... dans quelle école on va mettre les enfants, ce qu'on va manger. Donc c'est elle le premier acteur économique dans la famille. Et de surcroît, on a un phénomène tout à fait récent, c'est l'irruption du célibat définitif. C'est environ 5 à 6% aujourd'hui chez les femmes, ce qui n'existait pas. En 88, quand j'avais fait Femmes et fécondité avec mes collègues, il y avait 99 et quelques femmes mariées. Il fallait être handicapée profonde pour ne pas avoir accès au mariage. Aujourd'hui, il y a plus de 5% de femmes qui ne sont pas mariées, qui sont des célibataires définitifs, et ce ne sont pas les handicapés du tout. Ce sont celles qui ont un emploi. C'est un choix ? C'est un choix ou c'est un choix de vie aussi, parce qu'il y a celles qui choisissent de ne pas se marier, et puis il y a celles sur lesquelles la famille repose, parce qu'elles travaillent, parce que souvent ce sont des femmes qui travaillent. Et quand on vient les demander en mariage, c'est pas assez bien pour toi, il n'est pas assez bien parce qu'elle est le recours. Elle marie. Moi, j'ai été étonnée souvent, parce que c'est parfois la plus jolie, la plus instruite, la plus intéressante de la famille, mais elle travaille. Le frère ne travaille pas, ou quand il travaille, alors dans les budgets familiaux, quand le frère travaille, au maximum, il paye l'électricité ou le gaz. Ou le téléphone. Mais la fille, elle soigne les parents, elle achète une machine à laver à ses parents, elle les envoie à l'Umrah, elle donne son argent. Mais comme elle donne l'argent au quotidien, à l'arrivée, elle a fait les dépenses du quotidien. Le mari, ou l'autre, il a fait les dépenses de patrimoine. Et en cas de divorce, elle n'a rien. Donc la famille, c'est ça. Il y a des mères qualifiées maintenant, il y a des femmes qui portent la famille. Et il y a des hommes qui sont dans un sale état, il faut le dire. Et il faut s'interroger sur ça, parce que moi, comme féministe, je me bats pour l'égalité. Et quand je vois les taux de scolarité qui réjouissent un certain nombre de personnes en me disant « Ah, mais les filles, elles travaillent très bien. » Oui, elles travaillent très bien. Mais les garçons, ils ont des taux de scolarité très faibles. Et ce n'est pas étonnant, parce que l'école, ça conduit au chômage. Donc eux, ils préfèrent le business. Bien sûr.
trouver des sources de revenus. Voilà. Et donc, résultat, ils ne travaillent pas, ça conduit à des frustrations, ça conduit à de la violence, ça conduit... Donc, il y a peu de chances d'arriver à l'égalité avec des contextes pareils et le père, il est complètement effacé parce qu'il n'arrive pas. Les garçons, les jeunes hommes sont dans une situation de révolte par rapport à leurs conditions sociales, économiques et politiques. Donc, ils sont constamment... donc voilà. Et la famille rurale, vous diriez à peu près la même chose? Alors, il y a de moins en moins de différences entre rural et urbain. Ouais. Parce que j'avais dirigé des thèses et j'avais fait travailler quand même des étudiantes sur les budgétants, par exemple, des femmes dans le monde rural et dans le monde urbain. La télévision est partout. Les réseaux sociaux sont partout. Donc, les modes de pensée, les contextes de pensée sur la fécondité. On a fait le test dans Mutation familiale en milieu urbain qui a été publié par le CRASC. Un statisticien de l'équipe avait fait le test sur la fécondité pour voir s'il y avait des différentiels de fécondité, parce que la fécondité, c'est quand même un indicateur très important entre fécondité naturelle et fécondité contrôlée. Bon. L'Algérie échappe de plus en plus à la notion de fécondité naturelle. Et on voit que les comportements sont relativement proches. Il y a de moins en moins de distinctions rural-urbain. Ça disparaît. Ouais. D'accord. Parce que, il faut le dire, l'Algérie indépendante a fourni l'éducation à tout le monde, a fourni l'électricité et le gaz dans les coins les plus reculés du pays. Donc il y a la télé, il y a Internet, il y a... Moi j'avais été fascinée, j'avais dû accompagner un groupe de hip-hop parce que je m'intéresse aussi beaucoup à la culture. Oui. J'avais accompagné un ballet qui s'appelait le ballet Nia pendant une année en tant que sociologue et j'avais pu voir que quand ils ont fait leur casting, il y avait des milliers de jeunes qui venaient de toute l'Algérie. Alors je demandais à ces jeunes, pour en prendre 10, je demandais à ces jeunes, mais comment est-ce que vous avez appris à danser le hip-hop et tout? Ils me disaient, j'ai vu à la télé, j'ai vu un type sur la plage. Je veux dire, la culture, elle se répand, et par la culture, et j'avais fait aussi un travail, une recherche qui a été publiée sous le titre Raconte-moi ta ville, un livre, sur une comparaison Casablanca, Tanger, Alger, sur la culture. Et c'était intéressant aussi, parce que je suis très maghrébine, comme je l'ai dit au début. Ça, j'ai cru et la Tunisie, donc j'ai toujours gardé mes amitiés profondes avec la Tunisie. J'y suis toujours allée. J'étais chez Jalila la semaine dernière. Jalila qui est une Hafsia, qui est une femme admirable, qui a compté dans le Maghreb de façon extraordinaire, une grande démocrate, qui a fait de son club Tahar Haddad un lieu de débat et d'échange. Elle a reçu tout le monde. Puis j'ai été proche de Abdelkader Zghal, Khalil Zemiti, avec Abdelkader. Youssef Septi, c'est moi. Youssef. Non, Seddiq, c'est mon grand ami. Pour moi, c'est une référence centrale. Quelle culture scientifique. Bien sûr. Youssef Seddiq, c'est mon grand ami aussi. Fatma Seddiq, est-ce que je pourrais reprendre un de vos titres? Est-ce que vous avez eu vous avez des amis puissants? Le mot puissant, vous le prenez dans le sens que vous voulez. Je ne crois pas avoir été une femme de réseau du tout. Oui. Du tout, du tout. J'ai été élevée dans un contexte de méritocratie, où l'école, je vous dis, dans ma famille, l'école, c'était une religion. Je viens d'une famille de grande Kabylie. Vous avez dit aisée, la Kabylie est une région pauvre. Et très vite, elle a dû vendre sa force de travail. Les quelques familles qui en ont eu les moyens ont qualifié leur force de travail pour mieux la vendre nécessairement. Et donc je viens surtout d'une famille où il y a un gros capital culturel et symbolique, mais pas vraiment matériel.
Et donc, c'est ce qui explique les engagements politiques multiples de nombreux membres de ma famille, hein, pas seulement de mon père, mais il y a de nombreux membres de ma famille qui se sont engagés politiquement. Et puis ce climat de débat constant, mais cette religion de l'école et de la méritocratie. Et je n'ai pas le sentiment, et en tout cas je ne me suis jamais servi d'amis puissants. Je peux être ami, peut-être, avec des gens qui ont une puissance, mais je ne me suis jamais servi de ça, je trouverais que ce serait indigne. On va arrêter là-dessus. On vous remercie beaucoup. Elf Million Shukr. Merci beaucoup. Je ne sais pas le dire autrement. Merci beaucoup. Et à Tunis ou à Alger? Les deux. Moi, j'adore Tunis. Les deux. Moi, j'adore Alger. Le seul prix que j'ai accepté, c'est le prix de la Manouba. C'est vraiment... qui vous a été accordé en 2018 2018. Par l'université de Manouba. Par l'université de Manouba. Ouais. D'accord. Et ça m'a fait chaud au cœur que ça vienne de Tunis, de mon enfance, et de Tunis, de mes amitiés, du réconfort que nous a procuré le peuple tunisien pendant des périodes très difficiles. Ça a toujours été un port d'accueil pour nous. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Merci. Infiniment.